Donc, Emmanuel Parot, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être la première question, ce serait de savoir qui est Emmanuel Parot, brièvement, en quelques mots. Écoutez, je suis un Français qu'on appelle de métropole, donc un Gaulois, mais pas tout à fait un Gaulois. Mes origines ne sont pas complètement gauloises, comme on dit, il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais voilà. J'ai découvert la Réunion assez tardivement dans ma vie, après un parcours à la fois, on peut dire, un petit peu engagé d'un point de vue militant, engagé sur les questions coloniales, bien sûr, mais plutôt du côté de l'Algérie. Et je connaissais, pour ainsi dire, pas du tout la Réunion quand on m'a proposé d'aller là-bas, accompagner un groupe d'adolescents de la ville de Vaux-en-Velin, qui est dans la banlieue de Lyon, pour les accompagner dans un projet de film sur l'île, et notamment sur la personne qui avait organisé ce voyage, qui était donc un afro-descendant, qui avait quitté l'île 14 ans plus tôt dans des conditions qui nous apparaissaient très mystérieuses. Et c'est là que, pour moi, tout a commencé. C'est le premier contact que j'ai eu avec le milieu des afro-descendants, le père de cet homme, et tout ce que ça a apporté à la fois émotionnellement, de bouleversement humain, mais aussi de remise en question sur mes centres d'intérêt et sur ma façon d'envisager le cinéma. Extraordinaire. Ça donne tout de suite la deuxième question. Donc, quels sont vos intérêts dans le cinéma que vous mentionnez là en passant? Alors, au départ, le cinéma, j'ai découvert ça à l'âge de à peu près 22 ans, à une période où j'ai traversé un moment où je suis devenu, on va dire, illettré. J'ai fait des études, je suis ingénieur agricole, et il est apparu à un moment que je ne savais plus écrire ni lire. C'est quelque chose que j'ai absolument caché à mon entourage. Mais l'idée de ne plus lire, mais de trouver un autre moyen d'arriver à sortir de la folie intérieure dans laquelle je m'enfermais, je crois que c'est tombé bien. Par hasard, je suis allé au cinéma parce qu'une amie avec qui je faisais un peu de théâtre m'a dit qu'on allait travailler un texte où il y avait Marilyn Monroe, et que naïvement je lui ai dit mais qui est Marilyn Monroe, et j'avais 22 ans et je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Mais en rentrant dans cette salle de cinéma, donc c'était Chinatown de Polanski, j'ai tout de suite été happé par le cinéma et par cette écriture là, des images, des sons et tout le travail qu'il y a autour, et j'ai décidé, j'ai senti que je serais plus à l'aise avec ça. Donc je suis devenu cinéphile, j'ai été très admirateur de Robert Bresson notamment, qui est moins connu aujourd'hui en France, en tout cas qui est un pilier. Et donc j'ai été très adepte de la concision à la française, l'équilibre, voilà, et j'admire toujours Bresson, mais j'ai compris qu'il fallait que je prenne Bresson au négatif. Moi, j'aime le chaos et j'aime représenter le chaos pour que, évidemment, quelque chose en sorte. Mais je ne veux pas cacher ce chaos, et je ne veux pas cacher aussi que ce chaos, il est aussi en moi. Et j'ai envie d'être un peu plus à poil que Robert Bresson. Et ça, ce sentiment-là, je l'ai pleinement éprouvé en allant à La Réunion, au contact du chaos réunionnais et de la façon dont les Réunionnais restent ouverts à laisser apparaître tout ce qui les traverse, sans chercher à se masquer ou à faire les malins comme on fait d'habitude en France. Et du coup, il y a un amour pour La Réunion. Ça fait déjà le deuxième film quand même. Alors ça fait même si je fais le point sur tous les films que j'ai fait à La Réunion, c'est le quatrième. C'est le quatrième, ok. Il y a eu un premier film qui est un peu l'expérience de ce voyage avec les jeunes réunionnais sur cet homme et son père. Ensuite, j'ai fait un galop d'essai qui est un moyen-métrage qui s'appelle Adieu à tout cela. Le récit d'une jeune fille qui est née à La Réunion, mais de parents métropolitains. Elle n'est pas majeure, ses parents ont décidé de quitter l'île, et c'est sa dernière semaine sur cette île. Et ça l'amène à vouloir dire au revoir à sa nénène, c'est-à-dire la femme qui la gardait quand elle était petite et qui vit dans un village des Hauts où elle n'est jamais allée. Elle se contraint à y aller, et là, elle rencontre des gens qu'elle n'a jamais vus et qui vont la bouleverser. En creux, c'est un peu mon parcours.
Mais voilà, et ce film que je n'aime pas particulièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion autour du cinéma sur comment représenter justement la Réunion au cinéma. Ce premier film m'a quand même ouvert des portes puisqu'il m'a fait rencontrer deux personnes qui sont fondamentales pour moi, qui sont deux hommes qui ont une cinquantaine d'années, très alcooliques, et qui sont des génies pour moi de la représentation, enfin des acteurs qui sont absolument géniaux. Et j'ai travaillé ensuite avec eux. Et moi, le pseudo-gaulois, et eux, les réunionnais, eh bien, en nous associant, on a fait des films qui sont plus forts que si j'avais fait les films dans mon coin ou eux dans leur coin. Du coup, ça me fait poser la question peut-être du contexte, c'est-à-dire à La Réunion. Donc, tu réalises beaucoup de films à La Réunion et j'aimerais savoir peut-être le contexte. Est-ce qu'il y a un réseau de cinéastes réunionnais avec lesquels tu travailles, peut-être avec qui tu as aussi des influences comme ça? Alors, je vais vous donner un exemple qui en apparence n'a rien à voir, mais c'est un épisode qui se passe en 1972. D'accord. En France, il y a déjà eu 1968 et ainsi de suite, la société européenne, voilà. Eh bien, un de mes acteurs principaux, Charles-Henri, il était petit, il voulait parler créole. Et chaque fois qu'il parlait créole à l'école, la maîtresse le prenait par les cheveux, elle l'amenait au tableau, et avec son visage, elle essuyait le tableau. Incroyable. Et en lui disant, puisque tu parles le créole, tu ne vaux même pas le chiffon à poussière qui me sert à effacer le tableau. 1972. Donc comment veux-tu que dans des conditions comme ça d'autorité, on va dire, comment peux-tu imaginer avoir la liberté d'entreprendre un film alors que le cinéma, c'est avant tout, au départ, c'est se dire, je vais dire je, et je vais le dire comme je le pense au fond. Dans une île où tu ne peux pas dire je, c'est impensable. Voilà. Alors, depuis, les choses ont beaucoup changé. Le Conseil régional de La Réunion a décidé d'investir des sommes extrêmement importantes dans le cinéma et de faire aussi un couloir de financement réservé aux Réunionnais. Donc, il y a... Et puis la société a changé quand même. Et donc, il y a beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années qui, aujourd'hui, ont envie de faire du cinéma, écrivent des scénarios. Il y a notamment une fille très intéressante qui a fait une association qui fait un concours de scénarios et qui ensuite aide les personnes à aller jusqu'au bout du film. Ils viennent à Paris, ils passent devant un pôle de diffuseurs et de producteurs, et ensuite ils font leur film à La Réunion, ils vont dans des festivals internationaux, et ça c'est en train d'arriver. Donc il y a des gens qui sont en train d'émerger. Mais en tout cas, il y a un vrai fossé générationnel entre moi et eux, en plus du fossé un côté de la mer et un autre côté, quoi. Voilà. D'accord, effectivement. Bon, tout à l'heure, vous avez mentionné ces deux acteurs, ou bien ces deux personnes qui étaient vraiment essentielles pour le travail à La Réunion. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu plus comment est-ce que se fait ce travail avec ces deux personnes et comment c'est lié aussi à ces films et à la question de la langue? Parce que les films sont en créole. Absolument. Alors, oui, la plupart au moins, le film est en créole. Les deux films, en fait, qu'on va voir ce soir. Voilà, le point de départ, c'est que quand on est d'une culture, on n'est pas d'une autre culture. Et on ne peut pas vraiment comprendre l'autre culture. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette idée de la différence et qu'il y a une différence qui permet d'avancer plutôt que de reculer ou d'exclure les autres. Donc, quand on est d'une culture, on n'est pas d'une autre. Moi, j'ai ma culture, mais j'ai aussi mes compétences professionnelles. Je suis réalisateur, j'ai fait 7 courts-métrages financés, j'ai fait des longs-métrages. J'ai certaines compétences et une certaine reconnaissance dans la profession. Je sais à peu près comment écrire un scénario pour qu'il puisse être présenté dans une commission en ayant de fortes chances d'avoir de l'argent. Et ça, c'est du métier. Voilà. J'ai aussi des compétences pour diriger des acteurs non professionnels, parce que comme j'ai toujours fait des films très fauchés, je suis habitué à travailler avec des gens qu'on rémunère moins, faut dire les choses clairement, et qui par contre n'ont jamais joué, mais en n'ayant jamais joué, ils n'ont pas l'éthique des acteurs professionnels et on peut obtenir autre chose. Donc ça, c'est mes compétences, on va dire. De l'autre côté, il y a des Réunionnais qui viennent, qui ont une histoire que je n'ai pas et qui les enrichit, quoi qu'ils en disent. Avoir des ascendances de l'esclavage, c'est à la fois quelque chose qui est compliqué à porter et qui peut créer des problèmes, et en même temps, ils ont connaissance à des choses auxquelles moi je n'avais pas connaissance. Donc ça, c'est une richesse.
Et même, par exemple, si on veut aller du côté un peu ironique, Patrice et Charles-Henri, ils sont alcooliques. Ils en ont conscience, ils le savent, ils n'en font pas une gloire, mais ils ont une addiction comme des toxicomènes peuvent en avoir, et on en parle souvent, et voilà. Mais pour jouer des personnes dans un état un peu alcoolisé, ils auront plus de facilité à représenter des personnes comme ça, l'ayant vécu de l'intérieur. C'est ce qu'on en a parlé. Et donc, on met toutes nos compétences en commun, et du coup, effectivement, on peut aller plus loin. Donc Patrice et Charles-Henri, on s'est rencontrés complètement par hasard, puisque je cherchais des figurants. Mon assistante s'était trompée de chemin pour un rendez-vous. Elle tombe sur des garçons, c'est une fille, il la drague un peu, elle se laisse draguer, et puis elle discute, et puis elle m'appelle, et ensuite, on s'est mis à parler de tout et de plein de choses. Et en plus, alors c'était intéressant parce que, bon, on imagine des gens qui vivent dans une case rouillée, compagnie et tout. Ils écoutaient Miles Davis. Ils écoutaient Miles Davis. Donc, bon, voilà, donc on parle de Miles Davis, pourquoi ils aiment beaucoup, on en vient à parler du reggae, de pourquoi le reggae a été quelque chose de très important pour eux, on parle finalement de leur parcours en métropole, de tous les malheurs qu'ils ont eus, et ainsi de suite, et puis on se rend compte qu'on a plein de choses à se dire, et je leur propose donc de jouer dans ce premier film. Et là, ils étaient tellement heureux devant la caméra, et la caméra les aimait tellement, que tous les jours, j'agrandissais leur personnage. Le soir, j'écrivais des nouvelles scènes. Et eux, ils s'en emparaient, ils étaient formidables. Bon, donc à la fin, je leur dis, ben voilà, écoutez, à l'issue de ce premier film, moi, je vous dis une chose, si vous acceptez, j'écris un long métrage dans lequel vous aurez le rôle principal. Et puis, est-ce que vous acceptez? Et donc là, ils m'ont dit d'accord. Et ça, c'est les prémices de Sac la mort. Donc ce premier long métrage a été écrit dans ces conditions, en se disant qu'on pouvait, malgré nos différences, nous associer pour faire quelque chose qui irait plus loin. Et notamment, une chose très 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 importante, c'était que le film soit en créole. Alors, d'une part, parce que moi, je voulais que ce soit en créole, c'est un point de vue presque militant. Le créole, c'est quand même la langue des Réunionnais, c'est leur langue maternelle. C'est la langue, comme disent Patrice et Charles-Henri, dans laquelle ils s'expriment, ils pensent et même ils rêvent. Donc, ça leur appartient. Pourquoi leur demander de parler en français, qui est leur seconde langue? C'est très bien, ils sont bilingues, mais leur vraie langue, c'est quand même le réunionnais. Donc, on a décidé qu'on allait faire le film comme ça. Ça posait des problèmes, puisque moi, je ne suis pas bilingue, puisque je vous ai dit, je ne sais même pas m'exprimer ni en anglais, ni en allemand, ni en rien, je suis nul en langue. Bon, mais par contre, dans cette nullité, il y a une ouverture d'esprit. Et donc, je me suis dit, bon, il est trop tard pour apprendre le créole, donc je vais prendre quelqu'un avec moi, mon assistant, qui va parfaitement maîtriser cette langue et qui me traduira après chaque prise. Je savais aussi que le créole étant une langue orale, ce qui était un très très grand avantage, pour eux, si je leur expliquais les dialogues en français, en leur disant, ben voilà, par exemple, nous allons tourner tel plan, les dialogues, ça commence là et ça finit là. Puis au milieu, n'oubliez pas, il faut parler de ça, parce que sinon, en termes de construction dramatique, on n'y comprendra plus rien. Mais maintenant que je vous ai donné ça, eh bien, emparez-vous de ça, faites-vous une cuisine dans votre tête, dites-le avec votre langue, et prenez tout votre temps. Et là, pour eux, c'était génial, parce que d'abord, Charles-Henri, celui qui a des lunettes, c'est réellement un poète. Donc, il adore parler, et donc, il recomposait tout dans sa tête, et avec le créole, donc une langue orale dans laquelle chacun a la responsabilité des mots qu'il utilise, voire qu'il invente. Il n'y a pas de grammaire, mais il y a des habitudes. Dans tel village, on parle tel type de créole réunionnais, dans tel autre, un autre, mais il y a une grande liberté. Et donc, ils étaient engagés à aller plus loin. Et en plus, pour eux, ce qui était encore plus décontractant, c'est qu'ils savaient que je ne comprenais pas tout. Donc, ils n'avaient pas l'angoisse de se dire « Ouh là là, il va nous juger ». Donc, ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient, et ensuite, on arrêtait, quand la scène était dans la boîte. Ça, c'est la merveille du numérique, hein, adieu le 35 mm. On peut tourner tout ce qu'on veut. J'écoutais et je regardais. Mon assistant traduisait les passages que je n'avais pas compris. Et je me disais, bon, cette prise, elle est réussie. Là, ce passage un peu moins bien. Là, il est vraiment très bien. Donc, je vais changer la caméra. Je pensais la mettre là, mais je ne vais pas la mettre là parce que maintenant, il faut qu'on ait d'intérêt ici. Et puis, tiens, ce passage-là, il n'a pas sa place là. Mais il est tellement intéressant que ce soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais reprendre mon scénario et je vais et refaire des nouvelles scènes. Et le lendemain, j'arriverai sur le plateau en disant à tout le monde, attendez, on change le plan de travail.
Ah, on devait tourner ça, mais on va tourner autrement. Alors, je peux me le permettre parce que d'abord j'ai un petit peu de bouteille et puis c'est ma façon. J'ai dit que j'aimais beaucoup le chaos et j'ai besoin de ce chaos parce que sinon je m'ennuie. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Et s'il n'y a pas des changements incessants, très vite, j'angoisse, je doute de ce que je fais et j'ai besoin d'être dans un vertige de tout le temps recomposer les choses. Donc c'est ma méthode, hein, chacun, voilà. Et par ailleurs, j'ai un producteur qui me connaît parfaitement et qui sait qu'à l'arrivée, les choses trouvent leur place. Et donc il me fait confiance et il ne me culpabilise pas si je change le plan de travail. Alors parfois j'ai des petits problèmes avec l'équipe technique, mais c'est pas très grave. Voilà, ils s'y font. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on construit ce film avec quelque chose de très très pragmatique et dans lequel finalement mon travail essentiel c'est de donner de l'énergie à tout le monde et engager tout le monde à être le plus inventif possible. Et c'est comme ça que je crois qu'un film peut se construire. Alors on est très loin de Bresson. Mais dans le fond, peut-être pas si loin. Enfin. Mais c'est bien aussi. On est en plein cœur de la fabrique de tes films. Moi, du coup, j'avais aussi la question qui me revient, c'est vraiment... on voit quand même le mystique dans le film, Sac la mort, c'est quand même assez parlant. Et la question qui se pose tout de suite pour moi, c'est comment est-ce que se choisit aussi les thématiques du film. Dans le film, par exemple, Sac la mort, c'est purement du mystique. Et ensuite, on va utiliser le fantastique dans Maudit. Donc, comment est-ce que, dans la fabrique toujours de tes films, comment se choisissent les thématiques, par exemple? Est-ce que c'est toujours fait aussi en connivence avec tes personnages qui ne sont pas des professionnels, qui sont des personnes aussi qui font partie aussi de ta créativité? Et bien sûr, voilà, ce fantastique-là, peut-être aussi les référents. Et comment est-ce qu'il se construit dans le film, quoi. D'accord, alors la question est longue. Oui, elle est longue. On peut prendre d'abord par petits bouts. Voilà. Oui, mais tu me si je dévie, tu me recadres. Bien sûr. Alors, il y a à la fois la conscience que les choses peuvent se fabriquer à plusieurs et c'est comme ça qu'elles seront meilleures que... Voilà. Mais j'ai aussi conscience que faire un film, c'est aussi un point de vue. Et un point de vue de celui qui réalise le film. Et j'ai conscience aussi que je suis métropolitain et je ne suis pas réunionnais, et que donc la question fondamentale pour moi, c'est aussi de me dire, ok, il y a un sujet, il y a le quoi, mais il y a aussi le comment. C'est-à-dire comment représenter une réalité au travers d'une fiction, mais en tout cas, comment représenter une réalité quand on est dans le point de vue de quelqu'un qui est conscient un peu de ce qui s'est passé à La Réunion, mais qui est quand même un métropolitain, un occidental, et qui n'est pas construit par cette histoire-là directement. Donc, pour Sac la mort, mon idée était de dire, voilà, je vais construire le découpage, les séquences, mais aussi ce qui se dit dans le scénario, du point de vue de quelqu'un qui serait assis, par exemple, autour d'une table, qui est proche des personnes qui sont les personnages du film, donc plutôt quelque chose en plan assez serré, mais qui subit, c'est-à-dire n'étant pas d'ici, il est invité à la table avec tout le monde, mais il comprend que la moitié de ce qui se passe. Comme quand on va dans un pays étranger et qu'on est souvent d'ailleurs envoûté par ça, c'est-à-dire on ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais on a un sentiment de merveilleux parce qu'on découvre des choses qu'on n'a jamais vues chez soi. Voilà, on n'est pas au Club Med où on est juste entre amis à la piscine avec ah oui, toi tu viens de La Rochelle, ah ouais, moi je viens de Besançon. Bon. Donc on là, a tous ces repères, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là on subit, mais en même temps, moi j'ai eu un grand plaisir à vivre ça, c'est-à-dire ne pas tout comprendre et ensuite rentrer chez moi, ouvrir des livres ou regarder pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et donc je me suis dit voilà, sur Sac la mort, je vais mettre le spectateur à cette place-là. D'accord ? Et comme c'est aussi un film qui s'adresse aux Réunionnais, il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient un peu secrètes pour les Français, mais pour les Réunionnais, ça fera évidence. Et il n'y aura pas de problème parce qu'eux, ils seront dans la connivence sur des choses qui sont implicites ou qui sont entre deux, mais eux, ils comprennent ça. Ils comprennent la subtilité. Voilà. Sauf que, Sac la mort, je me suis rendu compte qu'en France, les gens étaient très perturbés par ça. La France, c'est un pays où il y a l'amnésie totale par rapport, enfin je simplifie mais à peine, sur la colonisation et sur l'esclavage. La plus grande partie des gens, ils ignorent tout ça, ils veulent l'ignorer ou ils l'ignorent et ils sont bien malheureux de l'ignorer, mais bon, ça va changer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, quand ils voyaient le film, beaucoup d'entre eux me disaient « Mais on n'y comprend rien, ton film. Pourquoi est-ce que le Sac la mort, d'abord, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que quand...
le frère donc a été tué par l'autre. Pourquoi il ne va pas tout simplement voir la police pour le dénoncer? Alors je vais expliquer, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. La police, c'est les référents du colonisateur. Donc on préfère régler les histoires entre soi plutôt que de faire intervenir quelqu'un qui en plus risque de te mettre en prison parce qu'il va soupçonner que c'est peut-être toi. Ah bon, d'accord, j'ai pas compris ça, mais on comprend pas ça dans ton film, donc ton film il n'est pas intéressant, et blablabla, et blablabla. Bon, donc je me suis dit... Le suivant, on va faire les choses différemment. Il faut prendre par la main le spectateur français. Or, en France, actuellement, ce qui est à la mode, c'est le cinéma fantastique. Il y a toute une génération assez jeune aujourd'hui qui s'intéresse à ça, et d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, c'est à la mode. Donc, faisons comme Hitchcock disait, il vaut mieux commencer par des clichés qui arrivaient à la fin du film. Donc, l'idée, c'est de prendre... partir de là, des clichés, des codes de narration, des choses dans lesquelles les gens ont bien leurs repères, pour les prendre par la main et les emmener sur un chemin qui peut-être va être un peu plus déstabilisant. Mais comme ils ont accepté de rentrer sur ce chemin, petit à petit, ils vont s'y faire et tout ira bien. Donc, je me suis dit, on va faire un film qui a l'apparence Canada Dry d'un film fantastique. Les gens vont pouvoir rentrer facilement dedans et petit à petit, je vais leur faire découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas, mais dans lesquelles l'empathie sera toujours là. Donc voilà, c'est-à-dire que je pars du cinéma fantastique, il y a quelque chose de l'ordre du phénomène zombie, évidemment. Néanmoins, on comprend assez vite que c'est des zombies particuliers, on n'est pas dans les zombies à l'américaine, sanguinolents et autres, mais on arrive à la notion d'amérante et d'esclaves marrons dont les esprits sont encore dans les montagnes, et c'est ça qui anime le personnage. Et donc les gens acceptent de faire ce chemin, et sans tout comprendre, ils acceptent quand même de ne pas comprendre, mais de continuer, parce qu'ils sont embarqués un peu dans... J'essaye de les hypnotiser, quoi. Absolument, absolument, parce que dans Maudit, par exemple, on ne ressort pas de ce cauchemar. Oui, on ne ressort pas assez troublant quand même. Quand on fait ce travelling dans le tunnel et on entre dans le film, voilà, on n'en ressort pas. C'est-à-dire, et on est vraiment troublé avec le personnage, et il y a une certaine interaction avec le spectateur, si je dois dire ça, qui vraiment s'intériorise, qui s'approprie en fait l'histoire en quelque sorte, et revient dans cette histoire, je vais dire cette mémoire fragmentaire de l'esclavage. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question de comment est-ce que se choisissent les thèmes. Oui. Est-ce que c'est vraiment dans la Réunion, je suis très ignorant de la Réunion, mais est-ce que c'est un sujet aussi apparent, aussi explicite, aussi présent que ça dans la vie des Réunionnais qui sont mis en avant? Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que je retrouve beaucoup de traits ou de points communs avec beaucoup d'autres artistes, que ce soit des romanciers ou encore d'autres cinéastes qui parlent de la mémoire de l'esclavage, qu'on revoit aussi dans Maudit ou même dans Sac la mort. C'est du mystique, c'est les zombies, c'est du spectre. Et c'est aussi des approches psychanalytiques, comme c'est le cas dans Maudit, pour faire part en fait de cette mémoire de l'esclavage. Alors, évidemment, la Réunion, comme toutes les sociétés, comme tous les pays, est très variée. Donc, il y a des gens qui vivent une vie absolument occidentale, et sans aller jusqu'à ne parler que des expatriés français qui viennent à la Réunion. C'est peut-être pour ça qu'on vous a reproché aussi de ne pas forcément comprendre c'est quoi ces films. Tout à fait. Ce sont des faits qu'on ne reconnaît pas parce que voilà, on connaît un autre visage de la Réunion qui est beaucoup plus... comment je dirais ça, beaucoup plus touristique. Hein. Absolument. D'ailleurs, il y a une chaîne de télévision française qui s'appelait France O, qui est donc une chaîne dédiée aux Outre-mer. Je leur ai proposé mon film. Ils m'ont dit, Monsieur Parot, France O est une chaîne qui est destinée à promouvoir les Outre-mer. Vous comprenez, pour que les touristes aillent là-bas, pour que les gens aient du travail là-bas. Donc votre film, c'est tellement terrible qu'on ne veut pas montrer. Les gens ne voudront plus aller sur l'île de la Réunion et aux Antilles. Ah bon, d'accord, bon bah ok, donc j'ai accepté cette idée, c'est pas un problème, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Hein. Mais donc, comme la société réunionnaise est très variée, mais par contre, moi, je l'ai découvert sous l'angle du papa de cet homme qui nous a emmenés sur l'île, et moi, j'ai découvert plutôt le côté des afro-descendants. C'est eux qui m'intéressent, et je continue de m'intéresser à eux. Alors, Sac la mort, c'est un gros travail quand même de documentation.
Je ne crois pas du tout à ce qu'un auteur, il a la science infuse et chaque fois qu'il y a un truc autour de son nombril qui est intéressant, c'est ça qui doit intéresser le monde. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas non plus qu'un auteur, ce soit quelqu'un qui est simplement un raconteur d'histoire, qui pourrait raconter tout et n'importe quoi, sachant que la mode aujourd'hui en France, c'est la comédie, puisque c'est ce qui marche, qui fait rentrer de l'argent. Je pense que on doit faire ce pourquoi on est fait. Et moi, j'ai le sentiment que je suis fait actuellement pour parler de ça, des afrodescendants et des gens que j'ai rencontrés. Donc je fais un gros travail de documentation au départ, depuis 17 ans, et je n'arrête jamais. Je rencontre tous les gens qui veulent bien me parler à La Réunion, je discute avec eux, je prends des notes, je lis des livres, et je pars de cette documentation-là pour voir qu'est-ce qui me semble être, au moment où je vais imaginer un projet, qu'est-ce qui me semble être important sur cette île. L'idée du Sac-la-Mort, c'est quelque chose qui m'a semblé important, parce que c'est à la jonction entre, on va dire, l'Occident et puis une autre culture. Tous les Réunionnais se soignent avec les médecins classiques occidentaux, les pharmaciens, mais sauf que quand ça ne marche pas, eh bien naturellement, ils retournent de l'autre côté et ils vont du côté du Sac-la-Mort ou des guérisseurs ou des tisaneurs. Et moi, j'ai quand même vu des gens se soigner par le Sac-la-Mort. J'ai vu des gens qui avaient un gros problème au mollet, ça ne cicatrisait pas, ils ont fait le Sac-la-Mort, 3 jours après, c'était soigné. Donc bon, après on peut voir ce qu'on veut, mais en tout cas, la question de la croyance est importante. Les différences culturelles existent. Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre, pourrait en parler longuement, mais on peut se soigner différemment en Afrique ou dans des pays qui sont dans des civilisations, on va dire africaines pour simplifier, de la façon dont on soigne en Occident. C'est tout. On n'est pas tous pareils, et heureusement d'ailleurs. Donc, Sac-la-Mort, c'est parti de là. L'idée que ça me semble être important de raconter ça et de raconter la vie au travers de cette fiction, de personnes qui vivent ce que vivent Patrice et Charles-Henri, donc c'est-à-dire des personnes, des garçons qui approchent la cinquantaine, qui ont tout raté, entre guillemets, de leur vie, qui gagnent peu d'argent et qui sont tombés dans l'alcool par désœuvrement et parce qu'ils sont rejetés à la marge de la société. J'avais envie de mettre l'éclairage sur eux, parce qu'en plus, connaissant Patrice et Charles-Henri, connaissant leur richesse intérieure, je voulais qu'on arrête de me dire que je travaillais avec des gens qui étaient des clochards, que je ferais mieux de travailler avec des gens qui réussissaient dans les affaires à Saint-Denis. Ça, pour moi, c'était ce choix. Le second choix, c'est que j'ai été très frappé en 17 ans de voir à quel point aujourd'hui les jeunes Réunionnais commencent un peu à lever le poing. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes Réunionnais font des études, ils partent en France, ils se sacrifient, les parents leur payent le voyage, leur payent le séjour, c'est quand même très cher, ils reviennent bardés de diplômes. Et puis là, ils se rendent compte que chaque fois qu'il y a un emploi, il est pris par un expatrié français à qui on propose des conditions merveilleuses pour prendre cet emploi. Alors, attention, je ne dis pas que c'est les expatriés français qui viennent voler le travail des Réunionnais. Je dis qu'il y a un système qui conduit à ça. Donc en fait, j'essaie de prendre à chaque fois des choses qui me semblent être importantes, parce qu'évidemment, je ne peux pas raconter toute la Réunion. Tout à fait. Donc j'essaie de raconter des... C'est peut-être l'objet des prochains projets. Alors on va essayer, oui bien sûr, oui. Par exemple le prochain, j'aimerais parler de la place des Comoriens, des nouveaux arrivants comoriens, parce qu'il y a des Comoriens qui sont arrivés il y a très longtemps, et ils n'ont pas la même place non plus que ceux qui viennent d'arriver, parce qu'en Comores il y a des gros problèmes de travail, de pauvreté, et voilà, donc ils viennent à La Réunion, ils acceptent des boulots très mal payés, du coup certains Réunionnais qui sont déjà mal payés se disent attends, il vient prendre mon boulot et en plus il se fait payer moins, donc dehors le Comorien. On a ça partout dans le monde, c'est des réactions absolument classiques. Et puis aussi, j'ai envie d'aborder un petit peu la question de ce qu'on appelle les riches, quoi, les gros blancs, les gros blancs ou les grands blancs, parce qu'il paraît que gros blanc, on n'a pas le droit de dire que ça serait une insulte. Okay. Par contre, cafre, quand on traite quelqu'un de cafre, ça serait sympathique. Bon, j'en doute. Du tout, ça c'est clair. Ouais. Ben voilà, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, je ne sais pas.
Bon, peut-être une dernière question, parce que le film Maudit va sortir la semaine prochaine en France. Oui. Je ne sais pas, vous avez qu'est-ce que vous-même vous expectez pour cette sortie en salle? Ou bien peut-être il y avait déjà des discussions autour de ce film et une éventuelle réception. Qu'est-ce que vous anticipez éventuellement? Alors, il y a eu 2 avant-premières à Paris. Et j'ai été très surpris et rassuré, parce que j'avais vraiment la boule au ventre, par la réception du film. Le principe qu'on s'est donné, le producteur et moi, sur le point de départ du film fantastique et de construire un film dans lequel le spectateur serait happé émotionnellement et aussi visuellement et d'un point de vue sonore par tout ce qui se passe. On ne savait pas si ça allait fonctionner, si ce chemin-là allait fonctionner. Et là, les retours sont quasi unanimes. Les 2 premières projections sont vraiment très très bien passées. La première s'adressait plutôt, on va dire, à des métropolitains et à des gens, la cinéphilie, ou voilà. Et le second était quasiment exclusivement réservé aux Réunionnais de métropole, en présence d'un historien qui s'appelle Bruno Maillard, qui est quelqu'un très engagé sur ces questions-là. Et on a eu des retours assez fabuleux avec un débat qui a duré 1h30. Personne ne voulait quitter la salle. Et les gens étaient extrêmement demandeurs de questions, d'explications, mais aussi parfois d'interrogations assez légitimes. Du style, il y a des jeunes personnes qui m'ont dit « Mais monsieur, pourquoi vous allez faire des films là-bas ? Pourquoi vous ne laissez pas la place aux Réunionnais pour faire leurs films ?» Alors, la chance pour moi, c'est qu'il y avait une personne qui, elle, organise des formations à La Réunion et elle sait ce que j'ai fait pour les Réunionnais. Elle a pu lui répondre, parce que si j'avais répondu, ça aurait été compliqué. Voilà. Notamment, par exemple, il faut savoir que un des acteurs principaux de Maudit et l'acteur principal, à l'issue du tournage, ils ont décidé d'écrire des scénarios pour faire un film, eux aussi. Et l'un de ceux-ci, les 2 ont été sélectionnés pour faire la formation, qui dure pendant quand même 4 mois à La Réunion. Et l'un d'eux est à Paris la semaine prochaine pour présenter son projet devant les chaînes de télévision françaises et les producteurs pour faire son film. Donc, le passage de relais, le vivre, je trouve ça intéressant. Voilà. Mais ça reste quand même le statut et ton profil, par exemple, ça reste quand même un sujet assez, sujet à réflexion. Comment est-ce que tu te positionnes, toi, en tant que Français de la métropole, qui vient faire des films en Réunion, qui n'y vit pas d'ailleurs, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors attends, reprends, je n'ai pas compris complètement. Oui, parce que ce profil du Français de la métropole qui va en Réunion, et d'ailleurs un blanc de la métropole qui va en Réunion et qui fait des films là-bas. Donc ça nécessairement aussi, même le regard que tu poses sur ces réalités des Réunionnais, naturellement, ça doit aussi avoir une influence. C'est vrai qu'au départ, tu as parlé par exemple de la différence de culture, d'influence, mais quel est le regard que tu poses et quel est le conditionnement, si je veux dire, que ton profil t'impose, si je vais dire ça comme ça? Alors déjà, j'y vais pas en conquérant, j'y vais pas dans un rapport vertical en me disant que je vaux mieux qu'eux, et j'y vais pas non plus en me disant que je vaux moins bien qu'eux. Je dis, je viens avec un certain nombre de choses qui m'ont construit, il faut que j'en ai conscience. Après, je pense que réduire un potentiel conflit entre couleur de peau, noir et blanc, c'est d'un manichéisme terrible, c'est aussi bête que la notion il y a le bien et le mal et ça s'arrête là. Bon, je pense que c'est aussi une question de personne et que les êtres humains sont tous très complexes. Et tout à l'heure on en parlait, mais je rappelle quand même les paroles de Frantz Fanon dans son dernier livre qui s'appelle Les damnés de la terre. Après avoir fait tout le chemin qu'il a fait, eh bien Frantz Fanon il concluait quand même, pour avoir vécu l'indépendance des certains nombres de pays africains, il se rendait compte que certains Africains, à la couleur de peau très noire, étaient encore pires pour le bien de l'ensemble des Noirs que certains Blancs qui pourtant ont la peau blanche. Je crois qu'il y a aussi, au-delà de les couleurs de peau, une question de personnes, tout simplement,
qui sont dans un rapport plus ou moins sincère avec le rapport humain, et que quelqu'un qui fait un travail, parce qu'il faut toujours être vigilant sur soi-même, parce que parfois on est quand même construit par du racisme et qu'on a ces réflexes-là qui reviennent, mais si on essaye d'avoir conscience de ça, si on essaye d'être, dans une certaine sincérité, je pense qu'on peut aller vers les autres, et réciproquement. Patrice et Charles-Henri, leur grande puissance pour moi, c'est qu'ils ne m'ont jamais jugé non plus. C'est extraordinaire. Et ils ont toujours dit, Emmanuel, on te juge comme une personne humaine. D'habitude, aucun blanc ne vient chez nous. Dans sa maison, aucun blanc ne rentre. Mais il dit, toi, c'est pas pareil. Et on se dit tous, attention quand même, soyons vigilants, parce que peut-être qu'à un moment, je pourrais avoir une remarque pas correcte. Et ainsi de suite. Des héritages qui restent avec nous, qui nous hantent. C'est ça, voilà, tout à fait. Alors, la culpabilité, c'est terrible, et c'est peut-être pas bien, et des gens ne supportent pas, mais ça peut être aussi, si on s'en sert correctement, un moyen d'avancer pour aller à la rencontre des autres. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. C'est très vrai, parce que moi aussi, je pense que la racialisation de l'oppression, et la dichotomie, blanc, noir, vraiment fausse un peu brouille un peu les listes, les lignes, je veux dire, et empêche vraiment d'aller au fond des choses et de bel et bien comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une hégémonie, d'une oppression, peut-être aussi des classes, on parle de Fanon ici, et d'un certain groupement qui, peut-être par cupidité, que ce soit les questions de capitalisme dont on parle, qui tirent les ficelles et font de nous ce qu'on est aujourd'hui, un monde racialisé. Tout simplement. Diviser, pour régner, on connaît le principe. On comprend bien le principe. Après, il y a certains moments historiques où les choses sont allées trop loin. Je pense par exemple à l'Algérie. Les choses sont allées tellement loin dans l'humiliation qu'à un moment, il est pratiquement entendable et compréhensible que dans le combat, c'est blanc contre noir, c'est algérien contre français, et après, les conséquences sont terribles, mais c'est allé si loin dans ce conflit que, de toute façon, à un moment, tu ne poses plus de questions, tu tires dans le tas. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon. Et des deux côtés. Voilà. Mais là, c'est parce qu'il y a un moment, on va dire que l'État, les hommes politiques, n'ont pas pris ses responsabilités et qu'ils ont laissé ce conflit aller tellement loin que ça allait au massacre. C'est aussi ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple. On est allé tellement loin que ça se termine comme ça s'est terminé. Voilà, mais à La Réunion, on n'en est pas là. On en est encore dans une possibilité d'avancer malgré nos différences. Voilà. Mais ensuite, moi, à La Réunion, je connais des gens, c'est horrible. Quand j'entends un enseignant français, prof de français, à qui je dis « Est-ce que ça t'a jamais intéressé d'apprendre un peu le créole dans tes classes ?» Moi ? Mais attends, moi je suis français, je suis là pour leur apprendre le français. S'ils veulent parler créole, je m'en fous, ils dégagent. Moi je suis là que pour ça, le reste ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui te dit ça, tu dis, moi je lui dis, mais pourquoi vous ne retournez pas travailler en France ? En fait. Eh bien parce que dans 3 ans j'ai la retraite et j'aurai une meilleure retraite si je suis enseignant à La Réunion. Bon enfin, chut quoi. C'est bien ça. En fait, c'est l'histoire, la petite anecdote sur les punitions lorsqu'on parle la langue maternelle. On en connaît aussi beaucoup. Au Cameroun, par exemple, il y avait ce qu'on appelle le symbole. Donc, chaque fois que tu parles ta langue maternelle à l'école, tu portes le symbole. Et donc, le dernier à avoir porté le symbole à l'école est celui-là qui aura les corvées. Ça, c'est ce que mes parents ont vécu quand ils allaient à l'école, en fait. Donc, ce sont des pratiques qui se recoupent bien. On retrouve exactement les mêmes. Et puis, c'est des pratiques d'oppression et pour humilier les gens. La langue, c'est quand même c'est le cœur même de l'être humain, la langue, quand même. Et donc, là, au cœur même du mode opératoire de l'assimilation française dans les colonies, en fait. Donc, ça marche comme ça, en fait. C'est aussi brutal que ça. Tout à fait. Et c'est fait pour ça. Exactement. Pouvoir dire, regardez, c'est même pas s'exprimer en français. Exact. Bon, donc, n'écoutons pas celui-là. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait conclure en disant qu'il faudrait voir les films parce que ça invite à des réflexions, absolument, à des discussions et que ça contribue beaucoup à un travail de mémoire. Absolument. Qu'on devrait bien construire ensemble un certain savoir sur une mémoire refoulée jusque-là. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu le film, allez le voir. Allez le voir, voilà. Merci beaucoup d'être venu à Barouette.
tout juste avant aussi la sortie en salle en France. Bon, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup d'être venu. Ben, c'est à vous, hein. Merci de m'avoir invité. Un grand plaisir. Bon, on aura certainement des discussions, disons, mais ça fait partie de c'est clair. Bien sûr. Parce que nous, on comprend justement, ces échanges. nous, on travaille sur ces questions. On doit couper là et puis ok. on continue la discussion. D'accord. Exact.